C'est qui ce gars-là? Le 17 novembre 2016, Thomas Pesquet devient le 10e Français à partir dans l'espace. Il a décollé à bord de la mission spatiale habitée Soyouz MS-03, dont le lancement a eu lieu au cosmodrome de Baïkonour situé au Kazakhstan. Bien qu'il soit le 9e plus grand pays au monde en termes de superficie, le Kazakhstan reste un pays très méconnu. Le nom du pays se divise en deux parties, Kazakh qui désigne le peuple des Kazakhs, et Stan qui signifie État et qui dérive d'une racine indo-européenne. Plus précisément, Stan est un suffixe issu des langues iraniennes. Pourtant, les Kazakhs ne sont absolument pas apparentés aux Iraniens, il ne s'agit même pas d'un peuple indo-européen. Le nom du pays témoigne également d'autres influences indo-européennes. Il est régulièrement écrit avec un K et un H. Le K et le H sont en fait la romanisation de la lettre russe R. En effet, les Russes appellent les Kazakhs Khazars parce qu'en russe le mot kazakh était déjà pris et servait à désigner ce qu'on appelle en français les Cosaques. Les Kazakhs ne partagent aucune parenté ni avec les Russes ni avec les Cosaques, bien que leur territoire ait été annexé par l'Empire russe puis intégré à l'Empire soviétique. Le KH dans le mot kazakh est donc une des nombreuses casseroles russo-soviétiques dont les Kazakhs n'arrivent pas à se débarrasser. Il y a énormément d'autres exemples comme ça, par exemple la couleur dorée sur le drapeau. Elle a aucun sens du point de vue de la culture kazakh, dont les couleurs traditionnelles sont les couleurs du ciel, c'est-à-dire le blanc mais surtout le bleu. À l'écran, vous pouvez voir s'afficher ce que serait un authentique nom et un authentique drapeau kazakh. Mais ça répond toujours pas à notre question, à savoir qui sont les Kazakhs. On pourrait se dire, ils ont des têtes d'asiatiques, donc peut-être que c'est des Chinois. Alors, j'ai ramené un expert pour lui poser la question. Du coup, les Kazakhs sont-ils chinois? No, God! No, God, please, no! 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 Bon, en fait, la réponse est toute simple, les Kazakhs sont turcs. Ça peut paraître bizarre de dire ça parce qu'en France, un Turc c'est une personne originaire de Turquie, mais en fait, les Turcs de Turquie ne sont qu'un peuple turc parmi une myriade d'autres. Dans un souci de compréhension, je vais donc appeler les Turcs de Turquie ottomans, et j'utiliserai le mot turc pour parler de l'ensemble des peuples turcs. Tant qu'on est dans les formalités, dans cette série j'utiliserai un alphabet phonétique que j'ai créé et qui me permettra d'écrire tous les mots issus des langues transeurasiennes. Dernière précision, dans cette série j'utiliserai les mots que les peuples utilisent eux-mêmes pour parler d'eux ou de leurs propriétés. Je vous donne un exemple parce que c'est pas très clair. En Sibérie, il existe un peuple turc qu'on appelle Yakout en français parce que les Russes les appellent Yakout, mais ce peuple se désigne lui-même par le nom de Saha. Quand je parlerai d'eux, j'utiliserai donc le mot Saha. Bon, du coup, revenons à nos Turcs. Tout à l'heure, j'ai dit qu'ils étaient pas indo-européens. Contrairement à une idée extrêmement répandue, énervante et tenace, ils ne sont absolument pas apparentés aux Arabes. Leur islamisation n'est que récente, et ils ne sont présents au Moyen-Orient que depuis plus ou moins un millénaire. Ils n'ont pas non plus de parenté avec les peuples caucasiens ou sino-tibétains. Mais alors, si on arrive à les rattacher à aucun de ces peuples, qui sont les Turcs? D'où sortent-ils? Et à quels autres peuples peut-on les rattacher? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Vatanına göz dikeni ezoğlu. Dostum kim, düşmanın kimse zor. Tarihini şerefinle yaz oğlum. Gez oğlum.
Avant qu'on commence à étudier d'où viennent les Turcs, il est nécessaire de faire une remarque. L'histoire des Turcs n'est pas l'histoire de la Turquie. Nous, ce qu'on veut, c'est remonter le plus loin possible dans l'histoire des Turcs pour savoir où la commencer. Pour ce faire, l'approche la plus sérieuse est la linguistique. Donc là, on va étudier l'évolution de la recherche sur les liens entre Turcs et autres peuples. Pour ça, on va regarder ce qu'ont dit les générations successives qui ont travaillé sur la question. Dans la toute première génération, le premier à en avoir parlé est le Han de Hiva. Et pendant que j'y suis, ça se lit pas Khan, ça se lit Han. Genre, ce mec par exemple, il s'appelle pas Genghis Khan ou Gengis Khan ou Gengis Khan. En ottoman, c'est Genghis Khan. Et en mongol, c'est Chinggis Khan. Donc, ce fameux Han de Hiva qu'on appelle Abulrazi Bahadur Khan, il explique dans son ouvrage de 1659 Shajara-i Tarakime que les Turcs et Mongols partagent une parenté. Dans les années 1700, Philipp Johann von Strahlenberg soutient que les langues turques, mongoles et toungouzes sont liées. Pour que vous voyez bien de qui il s'agit, les Mandchous de la dynastie Qing sont par exemple un peuple toungouze. En 1856, Matthias Alexander Kastren introduit le terme de langue altaïque. La famille altaïque de Kastren, qui incluait les langues des peuples ouraliens, est en fait ce qu'on appelle aujourd'hui les langues ouralo-altaïques. La famille ouralo-altaïque est aujourd'hui largement abandonnée, considérée comme fausse ou indémontrable dans l'État. Geçe jurt atası kan kökötöy ölgöndө, kайрылгыс жайды кайран киши көргөндө, ошондо көкөтөйдүн уулу Бокмурун атама аш берем деп оолугуп, ошондо каркыранын тамага, үркүчүнүн боюна үч какпактын бою. Si on veut résumer, là, on vient d'avoir à peu près 2 siècles de première formulation et on se doute qu'il existe un lien entre toutes ces familles de langues. Et donc, la première génération des optimistes, ça va être ceux qui, par de la linguistique moderne, vont essayer de prouver la théorie altaïque. Et donc, parmi eux, on a Gustav John Ramstedt, qui a passé 3 ans au contact de peuples mongols. Ensuite, on a Pentti Aalto. On a aussi Nicolas Pope, qui a une biographie au moins impressionnante. Et enfin, d'important, on a Roy Andrew Miller. Tout d'abord, cette génération a rejeté l'hypothèse ouralo-altaïque. Puis, la famille a été élargie sur la base de preuves solides. Dès les années 1920, Gustav John Ramstedt et Yevgeny Polivanov, un linguiste soviétique, ont soutenu que le coréen était une langue altaïque. Puis, Roy Andrew Miller a publié le japonais et les autres langues altaïques et a convaincu les linguistes que le japonais était une langue altaïque. Cette position avait déjà été soutenue par Anton Bola, un linguiste autrichien, par le passé. En résumé, la première génération optimiste a jeté des bases solides pour la théorie altaïque et elle a abouti au modèle final de la théorie turc, mongol, toungouze, coréen, japonais. Sürerim nahada çaraskin Soror kırattan homoyon. Mais en parallèle des optimistes de la première génération, il y a eu des sceptiques. Parmi eux, il y avait par exemple l'orientaliste britannique Sir Gerard Clauson. Il a présenté beaucoup de travaux utiles et intéressants sur les langues turques, et il s'opposait à toute parenté entre les langues altaïques. Mais en 1962, il dit quelque chose d'assez bizarre. Sinon, on a Gerhard Dorfer. Alors lui, il est très souvent présenté comme un opposant farouche de la première heure à la théorie altaïque, mais sa position est plus nuancée. Il doute d'une parenté entre langues altaïques et présente donc des arguments en faveur d'une explication alternative. Son approche cordiale est vraiment intéressante. Malgré tout, et c'est très important de le souligner, Dorfer est régulièrement revenu à l'explication classique. Dans la majorité des cas, il a considéré que l'hypothèse de la parenté était correcte. Pour résumer, les sceptiques de la première génération disent que la ressemblance entre les langues altaïques est indéniable. Mais ils pensent que cette ressemblance est due à des emprunts et au hasard et pas à une parenté.
Parmi les optimistes de deuxième génération, Sergueï Starostin va essayer de prouver une parenté entre langue altaïque en publiant une liste swadèche de Konya en 1991. En 2003, avec Anna Debo et Oleg Mudrak, Sergueï Starostin publie un dictionnaire étymologique des langues altaïques. On va abrévier ce nom en DELA. Il faut saluer l'énorme travail qui a été fait pour produire le DELA qui est intéressant et innovant. Les auteurs qui ont travaillé dessus essayent de différencier Konya et emprunt. Malgré tout, il est clair que les auteurs du DELA ont commis des erreurs certaines. Les étymologies semblent douteuses, voire péchées au hasard, et il semble que parfois les auteurs aient cédé au biais de raisonnements motivés. C'est ce qu'a fait valoir à juste titre la seconde génération de sceptiques, qui a, en conséquence, rejeté toute parenté altaïque. Certains linguistes de cette génération ont proposé des théories alternatives, et si jusqu'à présent le débat a été cordial, cela va changer du tout au tout sous l'influence d'un certain Alexander Vovin. Il a en fait énormément contribué à l'hystérisation du débat. Et même de nos jours, alors qu'il y a eu énormément d'évolutions sur la scène altaïque qui, soit disant passant, ne s'appelle plus comme ça, et alors même que le milieu universitaire est passé à autre chose, ce débat continue de déchaîner les passions des gens Wikipédia sur internet. Et donc, comme ça me semble nécessaire, c'est parti pour une analyse du cas Alexander Vovin. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. En 2005, Alexander Vovin publie un article intitulé « La fin de la controverse altaïque ». Donc, qu'est-ce qu'il nous dit dans son article ? Eh bien, c'est très simple, il met en avant le laxisme de certaines démonstrations et il explique que le DELA comporte des erreurs. Par exemple, Vovin critique les étymologies proposées pour poisson ou sorte d'oiseau. Mais ce qui choque le plus quand on le lit, c'est son ego surdimensionné. Il ne cesse de tourner en ridicule le travail de son aîné Sergueï Starostin, qui est d'ailleurs mort d'un infarctus du myocarde la même année. Tout au long de son texte, Vovin glisse des piques et des attaques ad personam dans un style narquois et très imbu de lui-même. À plusieurs moments, il se focalise sur de minuscules détails comme la bibliographie établie selon le style russe. Mais le pire, c'est qu'il met en place une arme idéologique. Il s'agit d'un concept fondé sur rien qui permet de gagner un débat sans avoir à argumenter. Pour ceux qui ont un peu de culture rhétorique, ça se voit au premier coup d'œil. Il dit que la théorie altaïque n'a pas de fondement scientifique et qu'il s'agit d'une religion à laquelle adhèrent seulement des fanatiques et des incultes par inertie. Ça, c'est ce qu'on appelle un réductio ad. En gros, Vovin associe ses opposants à des fanatiques. Or, être un fanatique est à juste titre connoté très négativement, et donc, en taxant ses ennemis de fanatiques, la position de Vovin est devenue légitime sans qu'il ait à argumenter sur le fond du débat. Ce procédé est particulièrement malhonnête et déloyal, et on pourrait même se demander si Vovin ne l'utilise pas par manque de vrais arguments. Mais comme Vovin parle fort, il est devenu leader d'opinion, et il a été suivi par une masse grégaire qui s'est mise à traiter de moutons fanatiques tous les soutiens de la théorie altaïque à la moindre occasion. Je vous laisse trouver le paradoxe. Aujourd'hui, les gens influencés par Vovin, qui parfois ne le savent même pas, continuent de largement véhiculer sur internet l'idée selon laquelle la théorie altaïque a été démontrée comme fausse. En fait, les seules connaissances de Vovin se résument au japonais de l'époque Nara, domaine où tout le monde peut le lui concéder, il est doué. D'ailleurs, si vous lisez son article de 2005, ça saute aux yeux. Il n'évoque quasiment que la question japonaise, parce que dans l'état actuel de ses connaissances, il ne peut parler que de ça. Il dit lui-même au début de son article qu'il a acquis une meilleure compréhension du turc et du mongol en conversant avec Stefan Georg, qui est un linguiste allemand. Et c'est grâce à Georg que Vovin aurait progressivement réalisé la fausseté de la théorie altaïque. Parce que je vous l'ai pas dit, mais avant d'en être un critique acerbe, Vovin était un fervent partisan de la théorie altaïque. En fait, c'est assez drôle qu'il soit mis à taxer ses opposants de fanatiques religieux, alors que lui-même, durant les années 90, soutenait la théorie altaïque sans connaissance réelle sur le turc et le mongol. Mais du coup, moi je veux bien que la famille japonique ne soit pas incluse dans la famille altaïque. Mais dans ce cas, qu'est-ce que Vovin nous propose ?
Rien, la famille japonique serait une famille à part entière. Toutes ces ressemblances seraient fortuites ou dues à des emprunts. Du coup, Vovin et ses soutiens considèrent que la théorie altaïque doit être jugée comme has-been et discréditée. Mais en fait, à l'écran, je récapitule les 3 raisons pour lesquelles c'est le discours de Vovin qui devrait être jugé comme has-been et discrédité. Et là, vous allez me dire, bon d'accord, mais jusqu'ici t'as parlé que de la forme, est-ce que sur le fond, Vovin a raison? Eh bien, la réponse est qu'il ne faut pas être manichéen. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'erreurs et de biais de raisonnement motivés dans le délat. Mais le délat n'est pas représentatif de la théorie altaïque dans son ensemble. Invalider le délat ne revient pas à invalider la théorie altaïque. D'ailleurs, il existe une énorme confusion entretenue par le titre du délat. L'intitulé de ce texte est mensonger. Il s'appelle « Dictionnaire étymologique des langues altaïques » parce que ça pète plus. Mais en vérité, ses auteurs auraient dû l'appeler « Première tentative de compilation d'étymologie pour l'hypothétique famille des langues altaïques ». Pour en revenir à Vovin, certains de ses arguments sont justes. La réponse à Alexander Vovin la plus citée est une réponse de 2008 formulée par Anna Debo et le fils de Sergei Starostin. Ils ont conclu en conseillant à Alexander Vovin de consacrer son temps à des œuvres plus intemporelles. Et donc, malgré quelques charges contre la théorie altaïque, c'est ce qu'il fait depuis 2009. Voilà, pour conclure sur le cas Vovin, voici ce qu'a écrit Frédéric Cortland à son sujet et qui résume assez bien tout ce qu'on a dit. J'en ai pas parlé pour qu'on voit mieux l'évolution du débat dans la vidéo, mais dans son résumé de 2019, Blajek évoque aussi des auteurs réalistes présents dans la première et la seconde génération. Les réalistes pensent qu'il y a des similitudes dues à des emprunts, mais que les emprunts n'expliquent pas tout, et que de manière générale, il existe des preuves tangibles qui permettent de conclure sur une parenté de ces langues. On en arrive donc à la partie finale. 아리랑 고개로 넘어간다. En 2005, Martine Irma Robitz a fait une entrée impressionnante dans le domaine des études altaïques. D'ailleurs, le mot altaïque que j'emploie depuis tout à l'heure est tombé en désuétude depuis 2010. D'une part, pour des raisons factuelles. En effet, on a appelé ces langues altaïques puisqu'on pensait que les locuteurs de celles-ci venaient de l'Altaï. En vérité, les locuteurs de ces langues viennent d'un endroit entre la Mongolie du Sud et la Mandchourie. D'autre part, parce que le terme altaïque porte en lui l'idée de laxisme méthodologique. Aujourd'hui, on appelle donc l'ensemble des langues turques, mongoles, toungouzes, coréennes et japonaises la famille des langues transeurasiennes. Mais alors, qu'est-ce que Martine Robitz a fait en 2005 pour que je qualifie cela d'entrée impressionnante? Eh bien, sur environ 900 pages, elle a passé en revue le délat de manière sérieuse, et elle a exclu les étymologies suspectes, douteuses et péchées au hasard. Cependant, bien qu'on parle du lexique depuis le début de la vidéo, les preuves les plus fondamentales de la parenté transeurasienne reposent sur la morphologie verbale. C'est ce qu'indique Roy Andrew Miller en 1996, et c'est ce que rappelle Lars Johansson dans un livre paru en 2010 écrit avec d'autres linguistes
dont Martin Robitz. Jusqu'en 2015, Martin Robitz a donc une approche exclusivement linguistique des langues transeurasiennes. Elle étudie minutieusement plusieurs points comme la morphologie paradigmatique, mais surtout la morphologie verbale. Mais alors, quelles sont les conclusions de Robitz qui a tout repris depuis le début et au propre sans tomber dans des approximations méthodologiques? D'une part, en ce qui concerne le lexique, Robitz élimine un grand nombre d'étymologies proposées dans le DELA. Toutefois, elle arrive à identifier un noyau d'étymologie fiable qui lui permet de conclure sur une parenté transeurasienne. D'autre part, l'étude de la morphologie aussi permet de conclure sur une parenté transeurasienne. La rigueur méthodologique des études transeurasiennes de Martin Robitz est à souligner. En 2017, elle étudie des ressemblances entre la langue japonaise et les langues austronésiennes que des linguistes avaient déjà mis en évidence. Les Austronésiens, c'est un groupe de peuples comme les Indo-Européens ou les Transeurasiens. On sait qu'ils ont vécu sur les rives du fleuve Yangtze puis qu'ils ont atteint le littoral chinois et ensuite Taïwan. Et à partir de Taïwan, plus personne n'a compris le projet, les gars se sont mis à faire des drifts avec des pirogues, et donc à l'écran ce que vous pouvez voir c'est leur aire de répartition actuelle. Dans la conclusion de son article de 2017, Martin Robitz suggère de comparer ses résultats linguistiques avec des résultats archéologiques, génétiques et informatiques. En conséquence, c'est ce qu'elle fait depuis. Elle a par exemple comparé ses résultats linguistiques et des preuves archéologiques relatives à l'agriculture et aux technologies de production textile. Elle a remarqué que l'expansion des langues transeurasiennes et l'expansion d'une culture agricole et textile se produisent simultanément, ce qui corrobore l'existence des langues transeurasiennes. Robitz a également mené des études bayésiennes assistées par ordinateur pour essayer de répondre à des questions qui se posent de longue date dans le domaine des langues transeurasiennes. Par exemple, sur l'emplacement de la branche Tungus ou sur la structure interne des langues turques. Aussi, dernièrement, les tentatives sérieuses de reconstruction de l'ancêtre commun aux japonais et aux coréens se sont multipliées. En fait, en se basant sur les nouveaux éléments dont on dispose et pour la première fois, on dispose d'un scénario vraiment crédible pour la propagation des langues transeurasiennes. Alors que la majorité des gens découvrent à peine la controverse qui a eu lieu dans les années 2000 et conclut que la théorie altaïque est discréditée, pour les gens qui se tiennent à jour, il est de plus en plus difficile de réfuter la parenté transeurasienne, compte tenu des preuves solides dont on dispose et qui proviennent de disciplines variées. En conclusion, pour répondre à la question d'où viennent les Turcs, nous pouvons nous appuyer sur l'hypothèse proposée par la professeure Martin Robitz, car cette hypothèse est très crédible archéologiquement, génétiquement et linguistiquement parlant. Les Turcs sont donc un peuple transeurasien, c'est-à-dire qu'ils sont apparentés aux Mongols, aux Tungus, aux Coréens et aux Japonais. Les ancêtres des peuples transeurasiens ont vécu entre -7000 et -6000 dans une région qui recouvre le sud de la Mandchourie et l'est de la Mongolie du Sud. En fait, les ancêtres des peuples transeurasiens sont les gens qui vivaient dans la culture archéologique de Xinglongwa.
Puis, vers environ moins 5500, le peuple transeurasien se divise en deux groupes. Les coréano-japonais s'installent sur la péninsule du Liaodong. Vers environ moins 4000, ils se divisent et les Coréens s'installent en Corée. Tandis que sur la péninsule du Liaodong, les ancêtres des Japonais entrent en interaction avec des Austronésiens de la péninsule du Shandong qui appartiennent à la culture archéologique de Dawenko. Les Japonais apprennent la riziculture des Austronésiens. Jusqu'ici, ils ne la maîtrisaient pas, mais c'est aussi à ce moment-là qu'ils assimilent des éléments de langage propres aux langues austronésiennes. Vers moins 1300, ils migrent vers la péninsule coréenne, puis vers moins 1000, ils commencent à migrer vers le Japon en y important leur technologie. C'est ce que l'on appelle la migration Yayoi. En ce qui concerne les ancêtres des Turcs mongols et Toungous, ils n'ont pas migré vers la péninsule du Liaodong vers moins 5500. En fait, ils ont été identifiés comme les gens de la culture archéologique de Hongshan. En moins 4000, un changement climatique qui a rendu l'air plus froid et sec, et une pression démographique exercée par les peuples chinois au sud, ont fait que les Turcs et probablement les Mongols ont été poussés vers l'ouest. Leur expansion vers l'ouest, dans la steppe eurasiatique, s'est intensifiée avec la domestication du cheval entre moins 2000 et moins 1000 et l'adoption de facto d'un mode de vie de pasteur nomade. Les Turcs ont remplacé ou assimilé les peuples qu'ils ont croisés sur leur passage, mais surtout ils ont bâti un nombre important de dynasties un peu partout en Asie. Les gens ont tendance à penser que les Turcs sont uniquement les Turcs de Turquie, mais les Turcs de Turquie ne représentent dans les faits qu'une petite partie du monde turc dans son ensemble. D'ailleurs, physiquement parlant, les Turcs anatoliens ne ressemblent pas du tout aux Turcs originels. Les Turcs originels ont un type asiatique et ressemblent davantage aux Mongols ou aux Coréens par exemple. Pour terminer, on pourrait prendre un peu de recul sur tout ce que l'on vient de dire. Entre autres, on pourrait se demander pourquoi les peuples transeurasiens ne s'entraident pas davantage. Cependant, cette question outrepasse le cadre de cette série dédiée à l'histoire des peuples transeurasiens. Elle fera donc l'objet d'une série à part entière, intitulée « La pensée du Kurultai ». Pour comprendre la pensée du Kurultai, il faut étudier la situation mondiale. En particulier la Chine, sa pensée, ses stratégies et ses ambitions. Et ça, c'est ce que nous ferons dans une prochaine vidéo. À bientôt. Il a trouvé quelque chose. Ils ont tué mon cheval. Mon vieux cheval. Merde. Avant, les guerriers et leurs chevaux étaient enterrés ensemble, leur tête tournée vers le soleil levant, pour qu'ils puissent se retrouver dans le monde de la lumière éternelle.
Un homme sage.